Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et voilà, c'était effectivement Emmanuel Macron, l'invité de nos confrères Marie-Sophie Lacaro et Julien Bugier ce jour, aujourd'hui, je vais y arriver, à 13h sur France 2 et sur TF1. Éteindre l'incendie, en est-il capable, le président de la République? On va en débattre avec nos deux invités. Nous sommes avec Shannon Seban. Bonjour à vous. Bonsoir. Vous êtes présidente de Renaissance en Seine-Saint-Denis. Nous sommes également avec Nicolas Corato. Bonjour à vous. Bonsoir. Fondateur du think tank Place de la République. Alors, plusieurs questions qui nous viennent tout de suite, énormément de réactions à la suite de cette interview fleuve du président de la République qui a duré pas moins de 35 minutes. Nous ne sommes pas là pour céder aux factieux et aux factions. Ce sont les propos qui ont fait bondir les syndicats, en particulier Monsieur Martinez pour la CGT et Monsieur Berger pour la CFDT. Est-ce que c'était malin, la veille d'une nouvelle journée de mobilisation, de parler de factieux et de factions et de comparer quasiment les manifestants aux émeutiers de partisans de Donald Trump à Washington? Je crois que sur cette comparaison-là avec le Capitole, il y a eu beaucoup de fake news qui ont circulé ici et là. Je crois que le président de la République a surtout voulu profiter de cette allocution pour établir un petit peu d'ordre au sein du pays et surtout d'appeler à de l'apaisement à une veille de journée de manifestation. Demain, 9e journée de mobilisation dans le pays. Et je crois que le président de la République a voulu effectivement profiter de cette allocution pour rappeler qu'il y avait une légitimité qui est celle des urnes, que cette réforme des retraites était encore une fois, on le rappelle souvent ici et là, mais indispensable et nécessaire, et qu'il en appelait au calme et à l'apaisement face à une partie des oppositions qui prône le chaos comme étant la solution à tous nos problèmes aujourd'hui. Alors une partie des oppositions qui appellent aussi à manifester demain, mais ce sont surtout les organisations syndicales qui mènent la mobilisation demain. Est-ce que c'était une interview d'apaisement, Nicolas Corato, pour vous? J'ai peur de dire non. Malheureusement, et c'est d'une certaine manière ce qu'on attendait du président de la République et peut-être ce qu'on souhaitait. Je pense que c'est compliqué de parler à la place des Français, mais on sent dans le pays qu'il y a des Français qui sont en colère, qui s'expriment, qui ne s'expriment pas par rapport à des factions et qui ne sont pas des factieux. Et puis on a des Français qui sont inquiets, et parfois aussi qui sont un peu des deux, en colère et inquiets. Et je pense que le président de la République avait l'opportunité, alors à mon avis un peu trop tard, en tout cas de s'exprimer et d'essayer de calmer un peu les choses. Moi, je trouve que l'exercice n'est pas réussi ni à 100%, ni à 50%, ni à 0%, mais qu'il n'est pas réussi du tout, puisque finalement, il est apparu plutôt comme un militant et pas comme un arbitre. Moi, encore une fois, j'ai pas la vocation à critiquer éternellement le président de la République. Je pense que je suis, comme tous les Français, assez inquiet de là où on va, comment on va et comment on en sort. Et d'une certaine manière, c'est le seul à avoir les clés. Et moi, je lui reconnais cette légitimité, comme je reconnais sa légitimité démocratique. Aujourd'hui, il ne nous a pas donné les clés de la sortie de ce conflit, voire même il a péché par déni de ce conflit, c'est-à-dire qu'il considère finalement ce conflit est derrière nous et qu'il faudrait passer à autre chose. Moi, je pense qu'au contraire, on est complètement dans un conflit dont il est en très grande partie le producteur et le responsable. Shannon Seban. Non, moi ce que je veux dire ici, c'est que, vous savez, cette réforme-là des retraites, elle a aussi permis de comprendre que les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et que j'entends ici et là les oppositions, j'entends ici et là les syndicats donner des leçons de morale, promettre monts et merveilles à nos concitoyens. Vous avez Marine Le Pen qui prône une retraite à 60 ans, vous avez une partie de la gauche qui nous dit qu'on pourrait tout à fait se passer d'une réforme des retraites et que d'un point de vue financier, nous n'avons pas besoin d'une réforme des retraites, mais faisons preuve d'un minimum de bon sens. Et je crois qu'ici, le président de la République a voulu faire preuve d'honnêteté intellectuelle, a tenu un discours de vérité qui, il est vrai, très cru, mais le président de la République... Pardon, Shannon Seban. 70% quasiment des Français sont toujours opposés à cette réforme. Mais bien 40%, sûr. plus de 40% des électeurs de Renaissance, votre parti, étaient opposés au passage au 49.3. Mais vous avez tout à fait raison. Et encore une fois, sur ce recours-là au 49.3... Si ça relève du bon sens, pourquoi tant de Français ont l'air de ne pas le croire? Mais parce que, est-ce que vous croyez que ça nous fait plaisir collectivement de devoir admettre qu'on doit travailler plus longtemps? Très sincèrement, je vous pose ici la question. Est-ce qu'on a envie de travailler plus longtemps? Non. C'est une réalité. Aujourd'hui, la question qui se pose en revanche, c'est de se dire, on se pose autour d'une table, on regarde que finalement, dans les 10 prochaines années, si nous n'agissons pas, nous allons avoir un système qui sera de plus en plus déficitaire, et puis on réfléchit collectivement, comme des adultes.
on réfléchit, on se dit que si on veut pouvoir verser des pensions à nos retraités dans quelques années, eh bien il faudra, et à nos jeunes d'ailleurs, il faudra réformer. Alors allons un petit peu plus loin que ce que nous venons d'aborder. Les manifestations ont continué. La capitale croule sous les déchets, c'est un fait. La ville de Marseille et toutes les Bouches-du-Rhône commencent à manquer d'essence. Demain, grosse journée de mobilisation. Si jamais il y a plus de manifestants demain qu'il n'y en avait lors de la dernière journée de manifestation, est-ce que ce ne sera pas dans ce cas-là le signe d'un échec, en tout cas, du gouvernement et d'Emmanuel Macron à avoir convaincu les Français que cette réforme était une bonne chose? Shannon Sebon et ensuite tout de suite après Nicolas Corato. Le président de la République a reconnu lors de son allocution qu'il n'avait pas réussi à convaincre les Françaises et les Français de la nécessité de cette réforme. Mais je crois que le pari qui est celui du président de la République, c'est de dire qu'il n'a pas été élu puis réélu avec la volonté d'être un président acclamé et dont la cote de popularité devrait être extraordinaire. Il l'a dit d'ailleurs lui-même. Vous savez, le président de la République, il ne se réveille pas tous les matins avec pour unique but de voir une courbe des sondages monter. Lui, il est là, le président de la République, il est là pour faire en sorte que notre pays se porte bien. On a d'ailleurs eu des résultats très concrets d'un point de vue économique sur les chiffres de la croissance et sur une inflation qui a été révisée d'ailleurs par la Banque de France il y a quelques jours, je tiens à le rappeler. Donc, le président de la République, il est là pour appliquer, tenir un cap et appliquer une réforme qui soit efficace, et c'est ce qu'il est en train de faire. Mais cette grève dure et elle coûte cher à la France. On a eu des chiffres notamment énormes sur EDF il y a quelques heures. Je pense qu'on n'a pas nécessairement, mais c'est normal, la même vision du rôle du chef de l'État. Pour moi, le chef de l'État dans la Ve République, sa première fonction, c'est d'assurer l'unité du pays et la paix civile. Et en ce sens, je pense qu'on est très très loin, et je pense que l'intervention du président est à contretemps. Il est plus l'heure d'essayer de convaincre sur cette réforme. D'ailleurs, vous avez vous-même accéléré le mouvement avec des procédures de vitesse, des procédures extraordinaires à l'Assemblée. Vous avez voulu un débat resserré, un débat rapide. C'est plus le moment d'essayer de convaincre. On n'est plus surtout sur ce sujet. Je pense que demain, il va y avoir dans la rue, et c'est bien ça qui nous inquiète tous, des gens qui à la fois vont manifester contre cette réforme de retraite, et puis des gens qui vont manifester contre la méthode du gouvernement. Et le rôle du chef de l'État, c'est de nous sortir de cette impasse. Donc moi, je le dis, je suis très inquiet des mouvements sociaux qui se déroulent aujourd'hui, qui sont des mouvements sociaux que personne ne maîtrise plus. Quand Laurent Berger ou Monsieur Martinez, il y a 15 jours, alerte, y compris le chef de l'État, sur leur incapacité prochaine à ne plus tenir ce mouvement si ça continue, et qu'aujourd'hui, c'est très facile de parler des factions et des factieux. La réalité, c'est qu'il n'y a plus d'interlocuteurs pour les pouvoirs publics. Et donc, ça veut, par rapport à une partie des pouvoirs sociaux. Un peu plus loin que ce que vous êtes en train de dire, parce que vous dites dans ce cas-là, il aurait dû être le garant de l'unité nationale en faisant quoi? En retirant sa réforme qui a été Mais je pense qu'il faut tirer les conséquences de la crise institutionnelle, de la crise sociale et du mouvement social dans lequel on est. Et quand il dit je veux l'apaisement... Qu'est-ce que vous attendiez d'Emmanuel Macron aujourd'hui dans son discours? Mais moi j'attendais un discours de président de la République, pas de Premier ministre bis, pas de Premier ministre par intérim. Moi j'attendais un président de la République qui apaise et qui dise j'entends qu'il y a une difficulté, j'entends qu'aujourd'hui les conditions ne sont plus remplies pour une application dans le calme de cette réforme qui peut être nécessaire, on peut en débattre, et je veux la paix civile, je veux l'apaisement, et donc je suspends le schéma démocratique, et je suspends ce fameux cheminement démocratique qui n'a plus rien ni d'un chemin ni de la démocratie, et je veux arrêter ce mouvement social dont personne ne maîtrise les conséquences. Mais vous vous rendez compte si le président de la République reculerait dès lors qu'on a une manifestation dans la rue? Ça c'est déjà vu. Mais là, je veux dire, on est quand même sur une réforme qui est structurante pour les prochaines années. Et que si nous voulions avancer sur certains projets, je pense notamment investir dans la santé, investir dans l'éducation, investir pour l'écologie, etc., on doit effectivement faire certaines économies, et la réforme des retraites nous permettra de faire ces économies. Mais malheureusement, vous êtes dans un déni collectif de ce qui se passe dans le pays aujourd'hui. Il n'y a plus, ce débat-là n'est plus d'actualité. On n'est plus dans un débat. Vous avez dépassé le cadre du rationnel. Je ne peux pas vous avez emmené une partie de la société française dans l'irrationnel. Il y a des gens aujourd'hui qui développent une haine du gouvernement en place qui est très inquiétante, qui développent une haine des institutions qui est très inquiétante, et la responsabilité, elle incombe très majoritairement, quasi unanimement au gouvernement. Le rôle du président de la République, encore une fois, c'est d'assurer la paix civile. Et aujourd'hui, il y a des millions de Français qui craignent l'embrasement que vous avez contribué à embraser. La paix
paix civile, je suis confuse, c'est pas le président de la République. Ça, c'est le rôle du ministre de l'Intérieur qui doit s'assurer et garantir qu'il y a de l'ordre public dans notre pays. Maintenant, encore une fois, je crois que vous vous méprenez, et je le dis et je le redis ce soir à votre antenne, le rôle d'un président de la République, c'est pas de ne mettre en place que des mesures qui font plaisir aux uns et aux autres. Il doit faire preuve de courage, d'audace et de responsabilité. Et encore une fois, moi j'entendais d'ailleurs Marine Le Pen en direct de l'Assemblée nationale réagir cet après-midi au discours d'Emmanuel Macron et dire qu'il n'a pas pris de risque. Mais si Emmanuel Macron ne prenait pas de risque, est-ce qu'il aurait pris justement le risque de cette impopularité d'une réforme des retraites qui met effectivement des centaines de nos concitoyens et même des milliers de concitoyens dans la rue pour protester et manifester? Donc, ayez au moins l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'on a une réforme qui est indispensable. Sur la réforme des retraites. Moi, en tout cas, je pense que le président de la République n'a pris aucun risque, puisqu'il a utilisé tous les moyens que lui offrait la Constitution pour passer en force, pour passer justement sans aucun risque le 49.3, le 44-1, le vote bloqué au Sénat. Et donc, vous oubliez les heures de débat au sein de l'hémicycle. Il a utilisé tous les atouts qu'il avait dans son jeu. Il se retrouve aujourd'hui dans une impasse. Ça, c'est pas très grave que lui soit dans une impasse. Mais le pays est dans une impasse institutionnelle aujourd'hui qui est très inquiétante. Allons plus loin. On vous mettra pas d'accord sur cette réforme des retraites, mais on peut parler de la suite. Il en a longuement parlé, le président de la République. Continuer à avancer, à marche forcée d'ailleurs, c'est un terme qu'il a employé. Continuer à réformer le pays. Il y a des textes très importants qui doivent arriver normalement devant le Parlement, l'immigration, mais pas seulement, de nouveaux textes qui devront encadrer la manière de travailler, puisqu'on travaille différemment depuis la pandémie, c'est ce qu'il a dit. Mais maintenant que les syndicats sont dans un tel état d'esprit à l'égard du gouvernement, maintenant que les oppositions sont dans un tel état d'esprit à l'égard du gouvernement et que le gouvernement lui-même n'a toujours pas de majorité à l'Assemblée nationale, comment le moindre texte peut passer jusqu'aux prochaines élections législatives? Shannon Semor. Dans son discours cet après-midi et dans son allocution, le président de la République a non seulement renouvelé sa confiance en notre première ministre Elisabeth Borne, mais il lui a aussi donné pour mission que de chercher à élargir cette majorité. C'est un fait. On a une majorité relative, et ça, il faut avoir l'humilité de le reconnaître, car cette légitimité et cette majorité relative, elle vient des urnes. Donc nous, vous voyez, on peut faire preuve de bonne foi et de reconnaître que quand il y a une légitimité, une majorité relative qui vient des urnes, on l'admet. C'est très bien de le reconnaître. Maintenant, au cas par cas et au texte par texte, il faudra effectivement aller chercher les voix et travailler avec celles et ceux qui sont capables d'avancer dans l'intérêt de nos concitoyens. C'est ce que vous avez déjà essayé de faire pour la réforme des retraites, notamment à l'égard des Républicains. Il y a eu près d'une vingtaine de députés, les Républicains, qui ont voté la motion de censure. Absolument 19 pour être précis. Exactement 19. Et vous avez raison. Ça ne s'arrange pas et la marge devient de plus en plus étroite. Et j'en profite, encore une fois, j'ai été hier soir chez vos confrères sur RTL. J'ai lancé un appel aux Républicains que je renouvelle ici ce soir. Sur Sud Radio, j'en appelle solennellement à tous les élus, les Républicains. Rejoignez-nous parce qu'on voit bien ici que la famille des Républicains est en train de péricliter, qu'il n'y a plus de ligne politique, qu'ils ont véritablement perdu leur boussole politique. Et je veux rappeler que ces campagnes-là, que les députés, les Républicains... Nicolas Corato pour conclure, mais j'aimerais juste revenir sur un point arithmétique, parce que vous demandez aux députés, les Républicains, de vous rejoindre. Vous l'avez déjà fait, vous n'en aviez pas assez pour avoir une majorité. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous auriez une majorité du jour au lendemain avec ces députés les Républicains Vous savez, je ne crois pas qu'on aura une majorité. Je ne suis pas ici dans une stratégie comptable. Comment vous faites voter les... Je pense juste ici qu'il y a une cohérence à avoir et que si on a des députés les Républicains qui ont pendant leur campagne présidentielle puis législative promis à leurs électeurs une retraite à 65 ans, ils doivent pouvoir aujourd'hui avoir l'honnêteté intellectuelle de reconnaître qu'ils peuvent nous rejoindre pour s'aligner sur un certain nombre de projets. Nicolas Corato. Non, ce qui interroge, c'est comment vous allez fonctionner avec cette majorité archipel qu'appelle de ses voeux le président de la République, par projet et par faction, pour reprendre ces mots. Que pense Sacha Houlié, qui est un ex-socialiste, président de la commission des lois plutôt de votre majorité, que demain Éric Ciotti rejoigne votre majorité de projet? Qu'il daigne le faire. Voilà, enfin très franchement, c'est plus un grand écart, c'est quelque chose, c'est un pont, c'est le pont du Gard. Enfin, je veux dire, je ne comprends plus. Les Républicains sont un parti de gouvernement là où les extrêmes ne le sont pas. Non, mais attendez, je ne sais pas ce que vous citez comme extrême. Il faudrait revenir sur ce sujet et ne mélangez pas les extrêmes entre eux. Je pense que l'histoire de France est beaucoup plus sensible et précise que ça sur ce sujet. Moi, je ne mets pas dans la même boîte l'extrême droite et ce que vous appelez l'extrême gauche, qui est pour moi une gauche radicale. Non, mais c'est le point de vue de beaucoup d'historiens. Je vous laisse. Et
je vous laisse à l'histoire de la résistance et du Conseil national de la résistance. Je ne remonterai pas jusque-là. Mais moi, je remonte jusque-là parce que votre président cite très souvent le Conseil national de la résistance. Je rappelle que les communistes y étaient représentés, mais pas l'extrême droite. Maintenant qu'on a parlé de l'histoire, vous aurez chacun une petite minute pour y revenir. L'extrême droite était assez loin. Et en tout cas, à l'époque du général de Gaulle, on ne votait pas pour des vice-présidents d'extrême droite quand on était majoritaire au Parlement. Jean-Marie Le Pen, monsieur. L'extrême droite, c'est Jean-Marie Le Pen. Et on se refuse de composer avec Jean-Marie Le Pen. Ah bah si, Marine Le Pen est d'extrême droite. Mais c'est aussi l'héritage de Jean-Marie Le Pen qui a toujours tenu des propos très antisémites à l'égard de beaucoup de personnes. Et vous savez de Marine Le Pen aussi. Nicolas Corato, Shannon Seban, pour la 4e fois. On était là pour parler de ce qui se passerait dans les prochains jours et on en arrive à débattre sur l'extrême droite. Débat passionnant pour la science politique. Il ne faut pas de confusion. Très bien, mais peut-être revenons maintenant sur ce qui peut se passer. C'était ma dernière question, vous aurez moins de temps pour y répondre l'un à l'autre. Qu'est-ce qui doit pouvoir se passer dans 3 jours? Imaginons que demain il y ait plus de manifestants que la dernière fois. Que doit faire le gouvernement s'il y a des débordements? Shannon Seban. C'est aussi le chemin qu'a ouvert et la voie qu'a ouvert le président de la République lors de son allocution, c'est de ne pas fermer la porte au dialogue avec les syndicats. Ils ont été consultés, on l'oublie souvent, mais je crois qu'on a la mémoire très courte. 49.3. Mais on a la mémoire très courte. Le texte qui a été présenté à l'Assemblée nationale et pour lequel effectivement on a engagé notre responsabilité via le 49.3 est le fruit d'un compromis avec toutes les sensibilités politiques qui étaient présentes au sein de l'Assemblée nationale. On ne peut pas ici renier le fait qu'il y a eu 175 heures de débat au sein de l'hémicycle, qu'il y a eu des consultations qui ont été menées avec les syndicats. Faire si demain il y a plus de manifestants? Eh bien, réouvrir un chantier avec les syndicats pour réfléchir au nouveau mode de travail, à la pénibilité et faire en sorte que le travail ne soit pas source d'asservissement mais d'épanouissement. Nicolas Corato, vous avez 20 secondes. Oui, d'abord moi je regrette que le président de la République ait mis en cause Laurent Berger de manière nominale dans son allocution. C'est très maladroit quand on veut justement l'apaisement et renouer le dialogue. On peut pas dire dans la même allocution que monsieur Laurent Berger, qui a d'ailleurs crié au mensonge et au mépris immédiatement après l'allocution du président, soit mise en cause directement par le président de la République, puis ensuite lui demander de travailler avec lui. Je pense qu'il y a un moment où le président doit être moins militant et plus apaisant. Merci à tous les deux. On suivra cette journée de mobilisation dans toute la France à l'appel de l'intersyndicale. Merci à vous Nicolas Corato, fondateur du think tank Place de la République. Merci à vous, Shannon Seban. Merci à vous. Merci président du parti Renaissance dans le département de la Seine-Saint-Denis et élu municipal. Rony Sous-Bois, chers amis, une crêpe au sucre, est-ce que ça vous dit ou pas? Ça vous parle d'un film, Les Bronzés, l'acteur qui l'avait commandé et qui s'est fait virer du restaurant. Il est l'invité de Jacques Pessis dans Les Clés d'une vie. Bruno Moineau est son invité. Il nous raconte sa vie avec Jacques Pessis dans quelques minutes, juste après les informations. Sud Radio.